Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces actualités en RDC à l'occasion de 20 ans de la Constitution du 18 février 2026. La question de sa révision divise à nouveau la classe politique congolaise. Dans une tribune sans concession, Olivier Kamitato, porte-parole de Moïse Katumbi, s'oppose fermement à toute modification du texte fondamental. Il appelle plutôt à son application rigoureuse, évoquant la rétrosection des 40% aux provinces, l'équilibre institutionnel et le respect strict de l'article 220. Plus de précisions dans cet élément. 20 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, les débats sur son application et sa possible révision refait surface en République démocratique du Congo. Dans une tribune publiée mercredi, Olivier Kamitato, porte-parole de Moïse Katumbi, a livré une charge frontale contre toute velléité de modification du texte fondamental. Pour lui, l'urgence n'est pas de réécrire la loi suprême, mais de l'appliquer dans toute sa rigueur. Appliquer la Constitution, c'est rétrocéder aux provinces les 40% qui nous reviennent de droit. C'est faire du Premier ministre le véritable chef du gouvernement et non un exécutant révocable au beau plaisir du parlant. C'est garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, c'est organiser les élections dont la légitimité ne soit plus contestée dès le lancement discrétant, a déclaré Olivier Kamitato. Dans son analyse, les problèmes congolais ne résident pas dans la qualité du texte adopté en 2006, mais dans son non-respect. Il pointe notamment la gestion sensible de la rétrocession financière aux provinces, l'équilibre institutionnel entre le président et le premier ministre, ainsi que l'indépendance de la justice. Dans son analyse, les problèmes congolais ne résident pas dans la qualité du texte adopté en 2006, mais dans son non-respect. Il pointe notamment la question sensible de la rétrocession financière aux provinces, l'équilibre institutionnel entre le président et le premier ministre, ainsi que l'indépendance de la justice. Plus incisive encore, Kamitato met en garde contre toute tentative de révision constitutionnelle qu'il juge motivée par les intérêts politiques. Celui qui veut changer la constitution de 2006 ne veut pas améliorer la République. Il veut se débarrasser des limites que la République lui impose. On ne change pas les règles du jeu quand on a perdu la confiance du peuple, on rend les clés. Au cœur de son plaidoyer figure également l'intangibilité de l'article 220, souvent cité dans les débats institutionnels, qui verrouille certaines dispositions essentielles du texte constitutionnel. Selon lui, la crise congolaise est avant tout une crise de gouvernance et de respect de l'état des droits. Le Congo n'a pas échoué parce que la constitution serait mauvaise. Il a échoué parce qu'elle n'est pas appliquée. Changer le texte ne résoudra rien. Respecter l'article 220 garantit la légitimité des institutions, restaurer l'état des droits, voilà l'urgence. 20 ans après son adoption, la constitution de 2006 demeure pour le proche de Moïse Katumbi non pas un obstacle, mais un cadre à défendre. Hier, mercredi 18 février, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le ministre du Commerce extérieur de la RDC, de la Zambie, du Mozambique, du Zimbabwe et du Botswana ont tenu une réunion technique stratégique avec la société DEP World et le secrétaire général de la ZELCAF. Au cœur des échanges, modernisation et l'interconnexion des postes frontaliers pour fluidifier les échanges commerciaux et renforcer l'intégration régionale. Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a accordé une interview à la presse nationale et internationale. Suivez. C'est 18 février 2026, après la réunion d'Addis Abeba, nous nous retrouvons encore une fois ici à Dubaï avec nos homologues de Mozambique, de la Zambie, du Zimbabwe et du Botswana autour du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, ainsi que notre partenaire DPOD pour continuer les réflexions sur ce que nous avions commencé à Addis Abeba, à savoir la construction de nos postes frontaliers à arrêt unique entre nos pays pour fluidifier les échanges, pour permettre que des longues files de véhicules qui attendaient à nos frontières, ces longues files, puissent finalement se déplacer à la célérité. Et donc, nous avons, avec DPOD, qui a accepté l'offre de nos différents pays, avec DPOD, donc, on a échangé sur le modèle de financement. Comment nous allons financer ces infrastructures, comment on va les moderniser, comment on va les digitaliser pour permettre à ce que les délais de passage de nos véhicules, qui étaient de 45 à 55 jours entre la RDC et les ports de Dar es Salaam, ces délais puissent être réduits dans un premier temps à 10 jours, à 5 jours, et peut-être plus tard à très peu de jours, permettre ainsi que les coûts de nos marchandises puissent être compétitifs sur les marchés internationaux. Et donc nous sommes heureux qu'aujourd'hui c'est un pas important et nous nous sommes convenus sur 2 semaines pour nos équipes qui travaillent sur le modèle définitif de financement. Et dans les 2 semaines, nous allons nous retrouver pour que nous puissions adopter ces modèles de financement et au cours de cette année 2026, nous rassurer que les travaux de modernisation de nos postes frontaliers
ont commencé pour ainsi nous inscrire dans la ligne droite de l'accord sur la facilitation des échanges que nous avons signé et ratifié récemment en 2025, dont nous avons déposé les instruments de ratification à Genève. Et donc, c'est une réunion importante qui, en fait, va donner de l'espoir aux populations, aussi bien de la RDC que de la Zambie, du Botswana, du Mozambique, parce que les opérateurs économiques ont attendu longtemps la modernisation de ces frontières. Voilà l'essentiel de ce qu'a été notre réunion ici à Dubaï, ce 18 février 2026. Monitorer la situation sécuritaire de mer préoccupante réussie au cabinet du gouverneur militaire John Luboya, la directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Anne-Marie Ndombi, a échangé sur les défis majeurs liés à la protection des civils et au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des ex-combattants. Les discussions ont également porté sur les efforts de stabilisation dans la province. Reportage. Les échanges entre Mme Jeanne-Marie Ndombi, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et les gouverneurs militaires ont essentiellement porté sur la protection des civils ainsi que sur les questions des désarmements, des démobilisations, réinsertion et stabilisation. Nous, droits de l'homme, nous avons une part à jouer parce que quand on parle de la protection des civils, les droits de l'homme sont au cœur de la protection des civils. Donc, l'objectif de cette visite, c'est vraiment de nous engager avec les différentes parties prenantes, à commencer par le gouverneur, pour réitérer les messages de collaboration, d'appui aux autorités. À cette occasion, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réitéré son engagement à accompagner l'administration militaire des Ituri, notamment en apportant des réponses appropriées aux populations affectées par les conflits armés, en particulier celles victimes des récentes attaques des Boulets. Nous avons parlé globalement de la situation, surtout la situation qui se développe en ce moment à Boulets, avec les attaques, à quel point est-ce que la population est affectée, mais aussi la réponse militaire. Et on a vraiment mis l'accent sur les différents domaines de réponse. Les réponses ne peuvent pas être que militaires, elles sont aussi non militaires. Donc on est au cœur des réponses civiles et nous faisons partie de cette réponse civile-là. Et notre rôle dans cette situation, c'est aussi de comprendre la situation des populations affectées, des déplacés internes, de pouvoir porter à la connaissance des autorités les abus ou les violations que nous constatons. Engagée sur tous les fronts, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni ne se limite pas à lutter contre l'insécurité. Elle œuvre également pour le respect des droits de l'homme et pour que justice soit rendue aux milliers de personnes victimes des actes criminels perpétrés par les groupes armés depuis plus d'une décennie dans cette province placée sous état de siège. Au Nord Kivu, les collaborateurs du gouverneur Bati Musanga Eraston bénéficient hier mercredi d'une formation sur le droit international humanitaire organisée par le Comité international de la Croix-Rouge. Objectif affiché, renforcer les connaissances des autorités provinciales ici de l'AFCM23 sur les règles encadrant la protection des civils en période de conflit. Et détails dans ce reportage la site de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Au centre d'un atelier de formation ce mercredi 18 février 2026 au musée de Himbi à l'intention des membres du cabinet du gouverneur de province et les responsables des entités administratives libérées par l'AFCM 23. Cet atelier de formation organisé par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en présence de deux vice-gouverneurs, Willy Manzingarambe et Shadrach Amani Bahati, a été l'occasion pour la conseillère juridique du CICR, Madame Sarah Ménard, à sensibiliser les participants au respect strict du DIH. Chaque partie au conflit doit connaître ses obligations sous le DIH. Et donc aujourd'hui, on est venu ici pour expliquer un peu plus qu'est-ce que fait le DIH, quelles sont les obligations, quelles sont les responsabilités, pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information sur ses tâches, ses responsabilités, etc. Les bénéficiaires de la formation sont les membres du gouvernorat. On a aussi les administrateurs de territoire qui sont venus ici.
Et les thèmes qu'on couvre, ce sont les thèmes classiques du DIH, donc la protection des populations civiles, la protection des malades et des blessés, la protection des personnes détenues, la conduite des hostilités. Donc c'est tous les thèmes, et il y en a d'autres aussi, c'est tous les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, ce matin dans la formation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour respecter le DIH, beaucoup de mesures qui peuvent être prises, tant pour l'administration militaire que l'administration civile, et l'importance de faire le maximum pour protéger la vie des populations civiles. Les participants qui ont pris part à cet atelier de formation ont exprimé leur satisfaction par rapport aux thématiques choisies par le CICR qui permet d'établir les responsabilités des autorités, tant civiles que militaires, pendant les conflits. Le droit international humanitaire, fondamentalement, s'occupe des règles à appliquer pendant les guerres et l'attitude à prendre la protection de civils, et de détenus et de combattants. Et cela est assorti de la Convention de Genève de 1949, où il y a plusieurs conventions et protocoles additionnels qui parlent des attitudes à prendre pendant la guerre. Au total, 76 présumés criminels ont été interpellés hier mercredi matin lors d'opérations de bouclage ciblées menées dans cette localité située à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi sur l'axe de Likasi, supervisée par les autorités policières et militaires en présence du ministre provincial de l'Intérieur. L'opération a permis l'arrestation d'une femme et de plusieurs jeunes soupçonnés d'attaques à main armée, d'embuscades et de coupures de route. Il était dans ce reportage de la police nationale congolaise. Une vaste opération de bouclage ciblé menée tôt ce mercredi matin, décembre 18 février 2026, par la police nationale congolaise Yo Katanga, sous la supervision du général Blaise Kilimbalimba et appuyée par les éléments de la 22e région militaire Forces armées de la République démocratique du Congo, ceux de la garde républicaine, ainsi que ceux des services. C'est là en présence du ministre provincial de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashibantambo, dans la localité Tumbwe, cité située à 35 km de la ville de Lubumbashi, sur la nationale numéro 1, route allant vers la ville de Likasi. Cette opération a permis de mettre la main sur 76 présumés criminels déployés tous les matins dans différents quartiers avenue Riouel. Les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles systématiques, des fouilles ciblées et des vérifications d'identité afin de traquer les individus soupçonnés d'activités illégales. Parmi ces 76 présumés malfrats, dont une femme, les uns ont pris la fuite de Lubumbashi pour s'installer dans ce village. Ils sont impliqués dans des actes de banditisme urbain, notamment des attaques à main armée et des braquages. D'autres, par contre, ce sont des fugitifs liés à des réseaux de coupeurs de routes, responsables de plusieurs embuscades visant des usagers sur les axes routiers stratégiques. Ils seraient aussi impliqués dans les vols de cathodes, un produit minier de grande valeur issu de l'exploitation du cuivre, dont le trafic alimente un marché parallèle préjudiciable à l'économie nationale, et également aussi les carburants, entre autres l'essence et les gazoil. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, déterminé à poursuivre les opérations de ratissage et appelle la population à la vigilance et à la collaboration en signalant tout mouvement suspect aux services de sécurité et de défense. Il a en outre indiqué que des enquêtes se poursuivent afin de démanteler entièrement ces réseaux criminels et de restaurer la sécurité des personnes et des biens. Dans un autre chapitre, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a reçu ce même mercredi 18 février 2026 à l'état-major commandement des diplomates, et cela en présence de ses adjoints et de quelques membres de son état-major. Il s'agit de son excellence Bjorn Kuma Bekken, ambassadeur de la République royale de Norvège, accrédité en République démocratique du Congo, et son excellence Magabilo Murubi Innocent, consul général de la République de Tanzanie à Lubumbashi. Le partenariat de 4,8 millions d'euros signé entre l'AS Monaco et la République démocratique du Congo est désormais dans le viseur de la justice française.
Le parquet national financier a ouvert une enquête pour des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics. Le demande de la transmission urgente du dossier au parquet de Monaco. Détail dans cet élément. Le partenariat conclu entre l'AS Monaco et la République démocratique du Congo est désormais au cœur d'une enquête judiciaire en France. Le parquet national financier, PNF en sigle, a ouvert des investigations visant les contrats de sponsoring signés en juillet dernier entre le club monégasque et le ministère congolais des Sports pour un montant de 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Au centre des interrogations, la promotion de la marque institutionnelle RDC Cœur de l'Afrique, censée renforcer l'image et l'attractivité du pays à l'international à travers le football. Mais selon l'institution judiciaire française, des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics entoureraient les conditions de conclusion et d'exécution de cet accord. Le PNF, juridiction spécialisée dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière, estime que certains flux financiers pourraient relever de sa compétence. Toutefois, l'AS Monaco étant juridiquement implanté en principauté, le parquet français réclame désormais la transmission en urgence du dossier au parquet judiciaire de Monaco, territorialement compétent. À ce stade, aucune mise en examen ni condamnation n'a été prononcée. L'ouverture d'une enquête ne présume pas de la culpabilité de parties concernées, mais cette affaire pourrait avoir des répercussions diplomatiques et politiques, notamment en RDC où la gestion des fonds publics pourrait susciter de vives réactions. En réaction à cette information, le ministère des Sports et Loisirs a rejeté catégoriquement les accusations relayées en première par le média français. Dans un communiqué, le ministère contexte avec la plus grande fermeté toute allégation de détournement des fonds, de blanchiment ou de corruption. Il a précisé que les partenariats évoqués avec l'AS Monaco avaient été validés par les instances gouvernementales compétentes et exécutés dans le strict respect de règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur. Fin de cette édition de nouvelles de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi.